Il est 13 heures et l'Empire français est à genoux. Oubliez tout ce que vous savez sur les victoires faciles, les manœuvres brillantes et les généraux en uniforme immaculé. Ce que nous allons voir aujourd'hui n'a rien à voir avec la gloire des parades. C'est une histoire de sang, de poussière et de folie pure. Nous sommes le 6 juillet 1809. La plaine de Wagram, aux portes de Vienne, est en train de devenir le tombeau de la Grande Armée. Le centre français craque de toutes parts. Les Alliés s'enfuient. L'archiduc Charles d'Autriche, l'ennemi juré, sent déjà le goût de la victoire. Napoléon n'a plus de réserve, plus de cavalerie disponible, plus de plan de génie. Techniquement, la bataille est perdue. L'aigle impérial va tomber. Mais dans ce chaos absolu, l'empereur va prendre une décision qui défie toute logique militaire. Une décision si brutale, si terrifiante, que les historiens en tremblent encore. Il ne va pas ordonner une retraite. Il ne va pas demander une trêve. Il va ordonner à 8000 hommes de se former en un bloc gigantesque, compact, une muraille humaine, et de marcher au pas, sans courir, droit dans la gueule de 100 canons autrichiens chargés à mitraille. Ce n'est pas une attaque, c'est un suicide collectif, c'est la colonne de la mort. Comment peut-on demander à des êtres humains d'avancer calmement vers leur propre fin? Comment cette masse de chair a-t-elle pu briser l'acier autrichien? Et surtout, comment ce massacre a-t-il sauvé l'Empire d'une humiliation totale? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir n'est pas seulement un fait d'armes, c'est la preuve ultime que la victoire ne s'offre qu'à ceux qui acceptent de traverser l'enfer sans baisser les yeux. Bienvenue sur l'héritage de fer. Voici l'histoire de la charge la plus effrayante de tous les temps. Pour comprendre la démence de cet ordre, il faut d'abord saisir l'odeur de la peur qui règne ce jour-là. Car ce n'est pas une bataille ordinaire, c'est un règlement de compte. 6 semaines plus tôt, l'Europe a vu ce qu'elle croyait impossible. Napoléon a été tenu en échec. À la bataille d'Aspernesling, l'archiduc Charles a repoussé les Français de l'autre côté du Danube. Pour la première fois, le dieu de la guerre a saigné. Et comme des requins attirés par l'odeur du sang, toutes les monarchies d'Europe observent Wagram en retenant leur souffle. Si Napoléon tombe ici, c'est la fin de l'Empire. La Prusse, la Russie, l'Angleterre n'attendent que ce signal pour se jeter sur la France comme une meute de loups. L'archiduc Charles le sait. Il a passé des années à réformer l'armée autrichienne. Il a copié l'organisation française. Il a endurci ses hommes. Ce ne sont plus les troupes molles d'Austerlitz ou de Marengo. En face, ce sont des soldats déterminés, fanatisés par la haine de la Révolution, et ils sont chez eux. Ils défendent leur terre, leur capitale, leur empereur. Ils sont 150 000, positionnés sur les hauteurs, protégés par une ligne de canons formidable qui crache la mort depuis l'aube. Et depuis le lever du soleil, tout va mal pour la Grande Armée. Sur l'aile gauche, le maréchal Masséna, l'enfant chéri de la victoire, est diminué. Blessé quelques jours plus tôt lors d'une chute de cheval, il ne peut même pas monter en selle. Il commande ses troupes allongées dans une calèche, une cible blanche et facile au milieu de la fureur des combats. Malgré son courage légendaire, son corps d'armée souffre terriblement. Il est étiré, isolé, fixant des forces autrichiennes bien supérieures en nombre qui tentent de contourner la ligne pour couper les Français de leur pont sur le Danube. Si les ponts tombent, c'est l'encerclement total, l'annihilation. Mais le véritable drame, la véritable catastrophe, se joue au centre. C'est là que se trouvent les troupes saxonnes, commandées par le maréchal Bernadotte. Et ce qui se passe à cet endroit précis est une insulte à l'art militaire. Les Saxons,
alliés de la France, sont démoralisés. Ils portent des uniformes blancs, tout comme les Autrichiens, ce qui crée une confusion mortelle dans la fumée des tirs. Sous la pression de l'infanterie ennemie, le moral des Saxons s'effondre. Ils lâchent nos pieds. Imaginez la scène, au cœur du dispositif français. Là où la ligne doit être la plus solide, un trou béant s'ouvre soudainement. Des milliers d'hommes jettent leurs armes et courent vers l'arrière, bousculant les régiments français, semant la panique, hurlant que tout est perdu. C'est la déroute. Bernadotte, incapable de tenir ses hommes, galope pour tenter de les rallier, mais il est déjà trop tard. Le centre français n'existe plus. Napoléon observe la scène depuis son poste de commandement. Son visage est de marbre, mais son esprit calcule à une vitesse vertigineuse. Il voit l'archiduc Charles, sur son cheval blanc, pointer son épée vers cette brèche inespérée. L'Autrichien a vu l'ouverture. Il lance immédiatement ses réserves. Des grenadiers hongrois, des régiments de ligne autrichiens, soutenus par une cavalerie lourde, s'engouffrent dans le vide laissé par les Saxons. C'est le moment de bascule. La charnière de la bataille a sauté. Dans moins de 20 minutes, l'armée française sera coupée en deux. La droite ne pourra plus secourir la gauche. Ce sera la fin. Napoléon n'a plus de réserve d'infanterie fraîche à envoyer pour colmater la brèche. Sa garde impériale est là, oui, les fameux bonnets à poil. Mais ils sont l'ultime rempart. S'il les engage maintenant et qu'ils échouent, il n'aura plus personne pour couvrir sa propre retraite ou protéger sa vie. L'empereur ne peut pas jouer sa dernière carte aussitôt. Il lui faut un miracle. Ou plutôt, il lui faut un homme capable de l'impossible. Son regard se tourne alors vers le corps d'armée du général MacDonald. Et c'est là toute l'ironie de l'histoire. MacDonald n'est pas un favori de l'empereur. C'est un homme froid, rigide, d'origine écossaise, un républicain convaincu qui s'est souvent opposé aux ambitions politiques de Napoléon. Il a été mis au placard, disgracié pendant des années. Il n'a été rappelé que parce que la France manquait cruellement de généraux expérimentés. MacDonald sait qu'il joue sa carrière, et peut-être sa tête. Il a soif de rédemption, ou peut-être cherche-t-il simplement une mort digne de sa légende personnelle. Napoléon galope vers lui. Le vacarme est assourdissant. Les boulets labourent la terre autour d'eux, projetant des geysers de terre et de sang. L'empereur ne perd pas de temps en salutations. Il pointe son doigt ganté vers le centre autrichien, vers cette marée blanche qui déferle sur eux. Il lui dit simplement « Faites-moi percer cela. Faites-moi percer cela. » 4 mots, c'est tout. Aucune instruction tactique complexe. Aucun plan détaillé. Napoléon demande à MacDonald de foncer dans le tas. Mais MacDonald comprend instantanément ce que cela implique. Il ne s'agit pas de manœuvrer. Il s'agit de devenir un bélier. Le général regarde ses troupes. Il a environ 8000 hommes sous la main. Ce ne sont pas tous des vétérans de la Grande Armée. Beaucoup sont de jeunes recrues, des conscrits de l'année, ou des Italiens qui n'ont jamais vu un carnage pareil. S'il les déploie en ligne classique, sur 2 ou 3 rangs de profondeur, pour maximiser leur puissance de feu, ils seront trop fragiles. La cavalerie autrichienne les chargera et les dispersera comme des feuilles mortes, avant même qu'ils n'aient fait 100 mètres. Ils paniqueront, comme les Saxons. Alors, MacDonald prend une décision qui va à l'encontre de tous les manuels militaires modernes. Il décide de sacrifier la puissance de feu pour la masse. Il va construire une brique humaine. Il ordonne à ses 8 bataillons de se former, pas en ligne, pas en colonne d'attaque standard. Il crée un immense carré creux, une formation titanesque. Imaginez un rectangle géant. Le front est large de 800 mètres, composé de lignes serrées, épaule contre épaule. Les flancs
sont renforcés par d'autres bataillons pour éviter d'être pris à revers. C'est une forteresse mouvante, mais cette formation a un défaut mortel, un défaut que tout stratège connaît. C'est la cible parfaite pour l'artillerie. Une ligne fine est difficile à toucher pour un canon. Un boulet peut passer au-dessus ou se planter dans la terre. Mais face à un bloc aussi dense, aussi profond, un boulet ne peut pas manquer sa cible. S'il touche, il ne tue pas un seul homme. Il traverse le premier rang, tue le deuxième, démembre le troisième et continue sa course sanglante jusqu'au 10e rang. Chaque tir est une assurance de carnage. MacDonald le sait. Ses officiers le savent. Les soldats, en voyant la formation se serrer, le comprennent aussi. On ne leur demande pas de se battre. On leur demande d'être de la chair à canon pour saturer l'artillerie adverse pendant que le reste de l'armée se reprend. Le général MacDonald se place devant ses hommes. Il ne se cache pas. Il est à cheval. Sa tenue est impeccable malgré la poussière. Il tire son sabre. Il n'y a pas de grand discours sur la gloire éternelle. Juste des ordres secs, aboyés par les sergents pour couvrir le bruit des explosions. Serrer les rangs, c'est l'obsession. Il faut que le bloc reste solide. En face, l'archiduc Charles n'en croit pas ses yeux. Il voit cette masse sombre se détacher de la ligne française. Il voit ces 8000 hommes s'avancer seuls, sans soutien immédiat, droit vers le centre de son armée. Il pense d'abord à une feinte ou à une erreur de commandement. Aucun général sensé n'enverrait ses troupes ainsi au massacre. Les artilleurs autrichiens, eux, jubilent. Ils ont devant eux la cible la plus facile de leur carrière. Ils réajustent leurs pièces. Ils chargent à mitraille et à boulets pleins. Ils ont une centaine de canons braqués sur ce seul point de la plaine. Une centaine de bouches à feu, prêtes à vomir l'enfer. Il fait chaud, une chaleur étouffante, lourde, orageuse. Les blés sont hauts et secs, prêts à s'enflammer à la première étincelle. Les hommes transpirent sous leurs uniformes de laine. Ils ont soif, leurs gorges sont sèches, brûlées par la poudre noire qui flotte dans l'air. Mais personne ne boit. Les tambours commencent à battre. Ce n'est pas le pas de charge rapide, le fameux pas de gymnastique qui a fait la réputation de la furie française. Non, c'est un pas lent, cadencé, sinistre, boum, boum, boum. La colonne s'ébranle. 8000 paires de bottes frappent le sol autrichien à l'unisson. Le sol tremble physiquement sous le poids de cette marche. C'est le début de l'épreuve. C'est le début de l'horreur. Ils entrent dans la zone de mort. Les premières secondes sont presque calmes, comme si l'ennemi retenait son souffle, fasciné par l'audace de cette manœuvre. Mais ce silence est une illusion. À 800 mètres, la première salve autrichienne déchire l'air. Le ciel s'illumine. Et soudain, la première ligne française semble s'évaporer. Ce n'est pas une image, c'est la réalité physique du champ de bataille. Un mur de fer invisible frappe la colonne de plein fouet. Des têtes, des bras, des jambes volent en éclats. Le bruit de l'impact des boulets sur les corps humains est un son écœurant, mou et craquant à la fois, que même le grondement des canons ne peut couvrir totalement. Des files entières d'hommes s'effondrent comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils. Mais la colonne ne s'arrête pas. Immédiatement, les voix rauques des sergents s'élèvent au-dessus des hurlements de douleur. Serrez les rangs, serrez. Et c'est là que se joue le véritable héroïsme, celui qui dépasse l'entendement. Les survivants ne regardent pas leurs camarades agonisants au sol. Ils ne s'arrêtent pas pour aider un frère ou un ami. Ils enjambent les corps. Ils marchent dans le sang qui commence à faire de la boue sous leurs bottes. Ils comblent les vides. L'épaule du soldat de droite
vient toucher l'épaule du soldat de gauche, refermant la blessure béante dans la formation. Le bloc se reforme, plus petit, mais toujours aussi dense, toujours aussi menaçant. Ils avancent encore, 100 mètres de gagné, une nouvelle salve, plus précise cette fois. Les artilleurs autrichiens corrigent le tir. Ils visent plus bas, pour faucher les jambes, pour créer des obstacles humains qui ralentiront la marche. La mitraille siffle, des milliers de petites billes de plomb qui agissent comme un essaim de frelons métalliques. Elles déchirent les uniformes, perçant les poitrines, aveuglent les visages. Les drapeaux tombent, ramassés aussitôt par une main ensanglantée, avant même de toucher terre. Les officiers tombent, remplacés par des sous-officiers, eux-mêmes remplacés par de simples soldats, qui se retrouvent soudain à guider la marche vers la mort. Et toujours cet ordre, répété comme une litanie démente, serrer les rangs. La colonne rétrécit, à vue d'œil. De loin, pour Napoléon qui observe à la longue vue, c'est un spectacle effroyable. Il voit son armée fondre, comme de la cire dans un brasier. Mais il voit aussi qu'elle avance. Elle ne recule pas d'un pouce. Elle avance avec la fatalité d'un glacier. À l'intérieur du carré, c'est l'enfer sur terre. La fumée est si épaisse qu'on ne voit plus le soleil. On ne voit que le dos du camarade devant soi, ou le vide terrifiant qu'il laisse quand il est pulvérisé. Les hommes sont sourds, étourdis par les ondes de choc. Ils sont couverts de fragments d'eau et de chair qui ne sont pas les leurs. La peur est là, viscérale, animale, une envie folle de se jeter à terre, de fuir, de crier. Mais la discipline de fer, l'entraînement rigide et cette fierté désespérée de ne pas être celui qui lâchera le premier, les maintiennent debout. Ils sont devenus des automates. Marchent, respirent, marchent, meurent. Les blés secs prennent feu sous la chaleur des explosions. Les blessés qui tombent ne sont pas seulement piétinés, ils sont brûlés vifs. Leurs cris ajoutent une couche d'horreur à la cacophonie ambiante. Mais la colonne, imperturbable, traverse les flammes. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. C'est une vision de cauchemar pour les Autrichiens. Imaginez être un soldat autrichien à ce moment-là. Vous tirez. Vous voyez vos coups faire mouche. Vous voyez des centaines d'ennemis tomber. Et pourtant, le monstre continue de grossir dans votre champ de vision. Il se rapproche. Vous voyez maintenant les détails de leurs uniformes, la lueur de leurs baïonnettes, leur visage noir de poudre. Ils ne tyrannient pas. Ils ne crient pas. Ils viennent juste vous tuer. Cette résilience surnaturelle commence à semer le doute dans les rangs autrichiens. Sont-ils immortels? Sont-ils des démons? Pourquoi ne fuient-ils pas? La cavalerie autrichienne tente une sortie. Des cuirassiers, des colosses montés sur des chevaux lourds, chargent les flancs de la colonne pour la briser. C'est le moment critique. Si l'infanterie française panique, si elle se désolidarise, les cavaliers vont les massacrer au sabre. MacDonald hurle un ordre. Les rangs extérieurs s'arrêtent, se posent un genou à terre, hérissent leurs baïonnettes vers l'extérieur, un hérisson d'acier. Les chevaux s'empalent sur les piques. Les cavaliers sont désarçonnés, tués à bout portant par les quelques salves que les Français s'autorisent enfin. La charge de cavalerie se brise contre la discipline du carré. Les Autrichiens refluent. La colonne se remet en marche immédiatement. Pas de pause pour célébrer, pas de répit. Ils sont maintenant à portée de fusil de l'infanterie ennemie. Les balles commencent à siffler, s'ajoutant aux boulets. MacDonald est toujours là, miraculeusement épargné, au centre de la tempête, guidant ce qu'il reste de ses hommes. De 8000, ils ne sont plus que 4000, puis 3000, puis 2000.
Plus de la moitié des hommes qui ont commencé cette marche sont morts ou agonisant derrière eux, traçant un sillage sanglant à travers la plaine de Wagram. Mais ceux qui restent sont les plus durs, les plus chanceux, les plus enragés. Ils ont survécu à l'épreuve du feu. Ils sont chargés d'une énergie sombre, une soif de vengeance qui ne pourra être étanchée que par le corps à corps. Ils ne sont plus des soldats obéissants. Ils sont des survivants furieux. Enfin, ils arrivent au contact. La distance est abolie. Il n'y a plus de tir d'artillerie possible. Les combattants sont trop proches. C'est le choc charnel. Le reste de la colonne percute la ligne autrichienne avec la violence d'un train de marchandises. Les Français n'ont même pas besoin de recharger leurs fusils. Ils utilisent leurs baïonnettes, leurs crosses, leurs poings. Ils déversent toute la terreur, toute la souffrance accumulée pendant cette marche interminable sur l'ennemi. La ligne autrichienne, pourtant fraîche et nombreuse, ne tient pas. Psychologiquement, ils sont brisés. Ils ont vu ces hommes traverser l'apocalypse pour venir les chercher. Ils ne peuvent pas lutter contre une telle détermination. La peur change de camp. Les rangs autrichiens vacillent, puis craquent. La panique se répand comme une traînée de poudre. Sauve qui peut. La brèche est faite. Le centre autrichien est percé. La colonne de MacDonald, réduite à une poignée de spectres sanglants, a réussi l'impossible. Elle a ouvert la porte. Et c'est à ce moment précis que Napoléon lâche la foudre. Il a vu la percée. Il attendait ce moment. Il lance tout ce qu'il a. La cavalerie de la garde, les chasseurs à cheval, les dragons, s'engouffrent dans le trou béant ouvert par le sacrifice de MacDonald. L'artillerie volante du général Dros s'avance au galop, se met en batterie à quelques mètres des lignes ennemies en déroute et les foudroie à bout portant. C'est l'Hallali. L'armée de l'archiduc Charles est coupée en 2 morceaux qui ne peuvent plus communiquer. La cohésion autrichienne s'effondre. La bataille, qui était perdue 2 heures plus tôt, bascule dans une victoire totale. Mais le prix payé est terrifiant. Sur le terrain conquis, le silence retombe peu à peu, seulement troublé par les plaintes des milliers de blessés. La poussière commence à retomber. Et au milieu de ce paysage de désolation, un homme se tient debout, hagard. C'est MacDonald. Il est seul, ou presque. Autour de lui, ces bataillons ne sont plus que des squelettes. Des régiments entiers ont cessé d'exister. L'empereur arrive au galop. Il descend de cheval. D'habitude, Napoléon est avare de compliments. Il est distant, calculateur. Mais ce jour-là, devant l'ampleur du sacrifice, devant cette boucherie qui lui a sauvé sa couronne, l'armure de l'empereur se fend. Il s'approche de MacDonald. Les 2 hommes se regardent. Il n'y a pas besoin de mots pour décrire l'horreur qu'ils viennent de vivre. Napoléon tend la main, non pas pour une poignée de main formelle, mais il ouvre ses bras. Il embrasse MacDonald devant ce qu'il reste des troupes. « Général, dit-il, la voix peut-être un peu moins assurée que d'habitude, vous vous êtes comporté en héros. Sur ce champ de bataille, je vous fais maréchal de France. C'est unique dans l'histoire de l'Empire. Jamais un maréchal n'a été nommé directement sur le terrain, au milieu des cadavres encore chauds. C'est la reconnaissance ultime. MacDonald, le disgracié, l'oublié, devient l'égal des plus grands, par la seule force de sa volonté et du sang de ses hommes. Mais cette victoire a un goût de cendre. Wagram n'est pas Austerlitz. Ce n'est pas une victoire d'intelligence. C'est une victoire d'usure. C'est une victoire industrielle avant l'heure. La grande armée a gagné, mais elle a changé. Elle a perdu son innocence, si tant est qu'elle en ait jamais eu une. Elle a appris qu'elle pouvait être saignée à blanc. La colonne de la mort est entrée dans la légende, non pas pour sa manœuvre,
mais pour son stoïcisme. Elle reste, encore aujourd'hui, l'exemple le plus pur de ce que signifie tenir. Tenir quand tout s'effondre. Tenir quand la logique crie de fuir. Tenir jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Alors, quand vous penserez aux grandes batailles napoléoniennes, ne pensez pas seulement aux charges de cavalerie héroïques avec les sabres au clair et les uniformes rutilants. Pensez à ces 8000 hommes marchant lentement, silencieusement, sous un soleil de plomb, disparaissant rang après rang dans la fumée, pour offrir à la France l'une de ses victoires les plus douloureuses. Ils n'étaient pas des surhommes. Ils avaient peur. Ils avaient mal. Ils voulaient rentrer chez eux. Mais ils ont marché. Et c'est cela, le véritable héritage de fer. Si cette histoire vous a pris aux tripes, si vous pensez que le souvenir de ces soldats mérite de ne pas être effacé par le temps, montrez-le. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous. Aidez-nous à faire remonter ces récits de l'oubli. Et dites-moi en commentaire, selon vous, à quel moment le courage devient-il de la folie? MacDonald aurait-il dû refuser cet ordre suicidaire? Le débat est ouvert. À bientôt pour une nouvelle page de gloire et de sang. Cette accolade, entre l'empereur et son nouveau maréchal, est un moment d'humanité rare, une étincelle de lumière, mais elle ne dure qu'une seconde. Autour d'eux, la nuit commence à tomber sur la plaine de Wagram, et c'est à cet instant précis que la véritable dimension de ce qui vient de se passer frappe les esprits. Car si la victoire est éclatante sur le papier, la réalité du terrain, elle, est un cauchemar éveillé qui va hanter les mémoires de l'Europe entière. Il faut comprendre que Wagram n'est pas seulement une bataille de plus, c'est un point de bascule dans l'histoire de la guerre. Jusqu'à présent, les victoires de Napoléon étaient des chefs-d'œuvre de mouvement, comme à Ulm ou à Austerlitz, où l'ennemi était piégé, contourné, forcé à la reddition avec un minimum de pertes. Mais Wagram marque la naissance de la guerre industrielle, la guerre de masse, la guerre d'usure. Regardez le bilan, c'est effrayant. Ce soir-là, sur un espace de quelques kilomètres carrés, gisent près de 80 000 hommes, tués ou blessés. 80 000. C'est l'équivalent de la population d'une grande ville de l'époque, fauchée en 2 jours. Jamais, dans l'histoire connue de l'humanité, une bataille n'avait généré un tel carnage en si peu de temps. Les chirurgiens de la garde, menés par le célèbre baron Larrey, sont submergés. Ils opèrent à la chaîne, les bras couverts de sang, jusqu'au coude, amputant membre après membre à la lueur des torches, sur des tables de fortune dressées au milieu des champs de blé calcinés. Il manque de tout, de bandages, d'eau, de morphine. Les cris des blessés qui agonisent sans soin montent vers le ciel, comme une plainte infinie qui empêche les vainqueurs de dormir. Et c'est là que le mythe de la colonne de la mort prend tout son sens tragique. Ce n'était pas seulement une manœuvre tactique, c'était l'aveu que l'ère de la finesse était révolue. Napoléon, peut-être fatigué, peut-être moins vif qu'autrefois, ou simplement confronté à des ennemis qui ont appris ses leçons, a dû recourir à la force brute. Il a utilisé ses hommes non plus comme des fleurets, mais comme un marteau-pilon. MacDonald a été la tête de ce marteau. Cette brutalité nouvelle envoie un message terrifiant aux cours européennes. L'Autriche, l'une des plus vieilles et des plus fières monarchies du monde, a tout donné. Elle a réformé son armée, elle a mobilisé son peuple, elle a combattu avec une bravoure que même les Français ont dû saluer. L'archiduc Charles n'a pas commis d'erreur majeure. Ses soldats n'ont pas fui lâchement. Ils ont tenu bon face à la meilleure armée du monde. Et pourtant, ils ont été écrasés. Imaginez l'effet psychologique sur un officier autrichien survivant.
Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez tenu vos lignes. Vous avez infligé des pertes terribles à l'ennemi. Et malgré tout, vous avez perdu parce que l'empereur français a été prêt à payer un prix en sang que vous n'imaginiez même pas possible. C'est une leçon de cynisme absolu. La victoire appartient à celui qui est prêt à sacrifier le plus. Cette nuit-là, alors que les pillards dépouillent les cadavres de leurs bottes et de leurs uniformes, une autre réalité se dessine pour l'avenir de la grande armée. Les vétérans, les grognards d'Austerlitz et d'Iéna, ces soldats d'élite qui savaient lire et écrire, qui avaient fait la Révolution, sont de moins en moins nombreux. Ils sont remplacés par des Marie-Louise, ces jeunes conscrits à peine formés, courageux mais inexpérimentés, qui doivent apprendre la guerre en la faisant. C'est la colonne de MacDonald qui a inauguré cette nouvelle ère, une ère où la discipline aveugle remplace l'initiative individuelle. Une ère où l'artillerie devient la reine incontestée des batailles, capable de réduire en poussière les régiments les plus braves, avant même qu'ils ne puissent tirer un coup de fusil. Napoléon lui-même, en contemplant le champ de bataille le lendemain matin, aurait murmuré avec amertume « La guerre est un métier bien terrible. » Mais pour l'heure, la France exulte. La nouvelle de la victoire parcourt l'Europe à la vitesse d'un cheval au galop. À Paris, on tire le canon des Invalides. L'Empire est sauvé. Les vautours qui attendaient la chute de l'Aigle, la Prusse, la Russie, rentrent leurs griffes et se confondent en félicitations hypocrites. La colonne de la mort a non seulement brisé la ligne autrichienne, elle a brisé la volonté de résistance de tout un continent. L'Autriche, humiliée, devra signer la paix, céder des territoires immenses et même donner une archiduchesse en mariage à l'ogre corse. Cependant, il ne faut pas s'y tromper. Cette victoire porte en elle les germes de la chute future. En acceptant de gagner par la masse et le sacrifice pur, Napoléon a montré une faille. Il a montré qu'il pouvait être saigné, et ses ennemis, bien que vaincus aujourd'hui, prennent des notes. Ils comprennent que pour battre la France, ils devront eux aussi accepter ce niveau de violence. Ils devront eux aussi créer leur propre colonne de la mort. Wagram n'est pas la fin de la guerre, c'est l'escalade vers une guerre totale, une guerre d'extermination qui ne s'arrêtera qu'à Waterloo. Mais ne brûlons pas les étapes. Pour l'instant, restons avec ces hommes, ces survivants du carré de MacDonald. Ils sont épuisés, couverts de crasse, affamés. Ils regardent leur rang clairsemé. Ils ont perdu des frères, des amis d'enfance. Mais dans leurs yeux, il y a une lueur nouvelle, une fierté sombre et inébranlable. Ils savent qu'ils ont accompli quelque chose que personne d'autre n'aurait pu faire. Ils ont marché là où les dieux eux-mêmes auraient hésité. Ils ont prouvé que le soldat français, qu'il soit un vieux briscard ou une jeune recrue, possède cette capacité unique à transcender la peur par l'honneur. C'est cette furia frances, transformée ici en une résilience de fer, qui fascine encore aujourd'hui. Ce n'est pas la soif de sang qui les a fait avancer, c'est la volonté de ne pas faillir aux yeux de leurs camarades et de leur empereur. C'est une forme de fraternité poussée à son paroxysme, forgée dans le creuset de la mitraille. Ce que nous devons retenir de cette phase critique de l'affrontement, c'est que la tactique a été sauvée par le moral. Si la colonne avait flanché, ne serait-ce qu'une minute, si un seul bataillon avait rompu la formation pour fuir, c'est toute l'armée qui aurait été balayée. Le destin de l'Europe a tenu à la solidité nerveuse de quelques milliers d'hommes anonymes. C'est cela, la véritable grandeur de l'épopée napoléonienne. Elle repose sur les épaules de géants ordinaires. Et c'est là, dans cette terre retournée et gorgée de sang, que s'enracine la légende.
Le maréchal MacDonald, avec ses épaulettes neuves acquises au prix le plus fort, ne sera jamais un courtisan. Il restera cet homme droit, loyal mais franc, celui qui a regardé la mort en face sans ciller. Quant à ces hommes, ceux qui sont rentrés, ils portent désormais une aura invisible. Ils sont les survivants de la marche infernale. Wagram nous enseigne une leçon intemporelle, bien au-delà de la stratégie militaire. Elle nous rappelle que dans les moments les plus désespérés, quand tout semble perdu, quand les structures s'effondrent et que les alliés fuient, il reste une ultime ressource, la volonté humaine. Cette capacité à serrer les dents, à fixer un objectif lointain et à avancer, pas après pas, malgré la tempête. L'Empire finira par tomber, quelques années plus tard. Les frontières changeront, les traités seront déchirés. Mais cette image restera gravée à jamais dans la mémoire de l'Europe. Celle d'une colonne bleue, solitaire et silencieuse, avançant inexorablement à travers un rideau de feu pour changer le cours de l'histoire. C'est un héritage de douleur, certes, mais c'est surtout un héritage de grandeur. Une preuve que l'impossible n'existe que jusqu'à ce que des hommes décident de le briser. Si cette histoire a réveillé en vous cette flamme, ce respect pour ceux qui ont tout donné pour la gloire de la France, alors vous faites partie de notre communauté. Si vous aimez notre histoire et le travail acharné que nous accomplissons pour la diffuser et la préserver de l'oubli, vous pouvez soutenir davantage notre chaîne en rejoignant nos membres exclusifs ou en nous aidant sur nos plateformes de financement. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à produire ces documentaires épiques. L'histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on, mais elle est surtout forgée par ceux qui survivent. MacDonald et ses hommes ont survécu à l'enfer pour nous laisser ce récit. À nous de le porter. Dites-nous en commentaire, quel autre héros oublié de l'Empire mérite de voir sa légende ressusciter? Quel autre sacrifice devrions-nous honorer? La parole est à vous. Restez forts, restez fiers, et à très bientôt pour un nouveau chapitre de l'héritage de fer.